nous allons nous poser cette question, comment concilier la transition écologique et les besoins en énergie dont on va voir avec nos invités qu'ils sont bien réels. Je passe la parole tout de suite à Sylvestre Huette, qui est un journaliste scientifique. Sylvestre, bonjour, à vous. Bonjour, COP24, c'est-à-dire la 24e conférence des parties, c'est-à-dire les États, les gouvernements qui ont signé la Convention climat de l'ONU, qui date de 1992. Techniquement, cette réunion est une réussite, puisque son objectif essentiel, c'était de décrire le livre des règles de l'accord de Paris lors de la 21e COP à Paris en décembre 2015. Donc ce livre de règles, rulebook en anglais, il fait 130 pages, donc il est très 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 précis et il a été adopté à l'unanimité comme à chaque fois lors des COP. Et donc on peut dire, pour être un peu ironique, que l'on va savoir très précisément comment nous allons bousculer le climat et créer des graves problèmes pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais passons l'ironie et allons peut-être à l'essentiel du fonctionnement de la Convention climat de l'ONU. Il faut rappeler quelques bases. Cet accord signé en 1992, par lequel les États signataires, pratiquement tous les États de la planète, s'engagent à ne pas transformer le climat de manière dangereuse pour les générations futures. 1992, donc. C'est ça l'accord. Première fois. Hein, c'était une réunion, on a appelé ça un sommet de la Terre à Rio de Janeiro au Brésil. L'objectif de l'accord, c'était donc d'éviter un dérapage climatique qualifié de dangereux pour les sociétés humaines dans le futur. Mais cet accord, il repose fondamentalement sur deux piliers. Le premier pilier, c'est qu'il respecte totalement la souveraineté des nations. Cela veut dire que dans le cadre de la Convention climat, on ne peut pas imposer quelque chose à un autre pays. Chacun est maître chez soi. Chacun est maître chez soi et il faut l'unanimité pour une décision qui serait contraignante pour l'ensemble des nations. Et la deuxième règle fondamentale, si je puis dire, de la Convention climat, c'est que la lutte contre le changement climatique est subordonnée à la lutte contre la pauvreté. Et c'est écrit très précisément que, comme tout le monde a compris qu'il s'agissait d'énergie, que les pays les plus pauvres, les moins développés, les moins avancés dans le langage poli de l'ONU, évidemment, on s'attend à ce qu'ils développent l'usage des énergies, et en particulier des énergies fossiles, pour permettre de meilleures conditions de vie à leurs habitants. Et là, on parle quand même de 2 à 3 milliards d'êtres humains sur les 7 qui vivent sur la planète. Ce sont les règles fondamentales qui expliquent pourquoi, finalement, depuis 1992, la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre par le monde, liées pour l'essentiel à l'activité humaine des énergies fossiles, gaz, charbon et pétrole, entre apparemment en complète contradiction avec l'accord, avec la Convention climat, puisque ces émissions ont considérablement augmenté. On est maintenant, je crois, à peu près de 50 milliards de tonnes de gaz carbonique équivalent, en comptabilisant tous les gaz à effet de serre, en 2017, avec encore une augmentation ces 2 dernières années des émissions mondiales. Et donc, finalement, on va en discuter avec nos autres interlocuteurs des causes de ces émissions et de la question centrale qui est celle de la justice climatique. On voit bien que comment concilier le développement économique, comment faire en sorte que tout le monde ait à manger, un toit, un médecin, des pompiers, le droit à l'école, à la santé. Tout ça, ça se fait avec de l'énergie en réalité. Comment concilier tous ces objectifs-là avec l'objectif de ne pas léguer à nos descendants un climat dangereux parce que trop bousculé, trop réchauffé, avec une augmentation des événements extrêmes, avec le niveau marin qui monte et qui va menacer les conditions d'existence de plusieurs centaines de millions de gens sur le cours du siècle. C'est ça la difficulté fondamentale à laquelle la COP24, évidemment, n'a pas finalement répondu, tout simplement parce que aujourd'hui, malheureusement, la plupart des pays, des gouvernements du monde ne savent pas résoudre cette contradiction correctement. Je ne développe pas, mais essentiellement parce que le dernier rapport du GIEC sur comment respecter l'objectif climatique de 1,5 degré supplémentaire par rapport à la fin du 19e siècle, on ne sait pas comment faire ça sans faire des révolutions économiques, sociales, techniques, politiques. Bien, merci Sylvestre pour cet éclairage. Daniel Verger, par rapport à ce défi considérable
comment travailler en amont? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il faille travailler en amont pour qu'effectivement les réunions soient le moins techniques possible et le plus politique possible dans le bon sens du terme? Effectivement, pour le réseau Caritas, pour le Secours catholique, mais aussi les autres membres du réseau Caritas, comme finalement de plus en plus pour l'ensemble des associations de solidarité, on voit bien que cette question du réchauffement climatique, mais aussi de l'ensemble des enjeux environnementaux, sont des enjeux majeurs, centraux. Pourquoi? D'abord parce que ce sont les plus pauvres qui sont les premiers concernés par les effets du réchauffement climatique. Au Bangladesh, les paysans voient le niveau de l'eau monter du niveau de la mer, ce qui a un effet sur tout le delta, mais qui va beaucoup plus loin que le fait que l'eau grignote des kilomètres de terre. C'est aussi l'influence de l'eau salée qui passe sous la terre et qui devient effectivement, qui fait que beaucoup de puits ou de terres sont touchés par l'eau saumâtre. Donc qui change l'agriculture, qui change aussi les façons de vivre. Et puis il y a les inondations de plus en plus fortes qui viennent de l'Himalaya, parce que l'Himalaya est déboisé et que l'eau est de moins en moins retenue. Donc on est pris entre pas deux feux, mais deux courants d'eau qui augmentent et qui font que la vie est de plus en plus dure en milieu rural, poussant aussi à l'exode rural. Donc, pour le Bangladesh, c'est très net, mais pour le Sahel aussi, avec les sécheresses plus fortes, avec l'impact sur les sols et la qualité des sols qui se dégradent, les plus pauvres sont donc les plus concernés. Et ils nous le disent dans les projets que l'on monte et que l'on appuie. Excusez-moi, les pauvres en France, en Europe et dans le monde, est-ce qu'il est vrai ce chiffre que 20% de la population mondiale consomme 80% d'énergie? Alors oui, c'est l'ordre de grandeur, tout à fait. Oui. C'est très intéressant de voir ça parce que ça veut dire que les gens sont obligés d'aller couper du bois pour chauffer, qu'il n'y a pas d'électricité pour la moitié ou les 2 tiers des Africains. Qu'est-ce que c'est concrètement, le fait de pas avoir d'énergie? Alors ça veut dire souvent effectivement qu'on n'a pas d'électricité. En milieu rural, l'électricité reste extrêmement rare. En Afrique en tout cas. Au Sahel, ça veut dire que la première source d'énergie, c'est effectivement le bois de chauffe, c'est-à-dire le charbon de bois essentiellement que l'on va couper le bois ou le récupérer pour le transformer en charbon de bois qui est utilisé ensuite pour la cuisine et comme première énergie. C'est en Inde les bousses de vache qui sont aussi utilisées. Ça veut dire quand même, particulièrement pour le bois, que c'est une énergie qui détruit aussi l'environnement local et qui est aussi polluante, notamment pour la qualité de l'air, pour les particules fines. Alors cette pollution de l'air, on la retrouve aussi dans les villes, où les villes sont de plus en plus invivables d'un point de vue qualité de l'air. Et ça, on le trouve encore plus dans les mégalopoles du sud que dans le nord, même si quand on est au bord du périphérique, à Paris, on subit aussi très fortement la pollution de l'air. Donc ça touche un peu tout le monde. Mais votre action, alors, c'est quoi précisément Alors notre action, sur le plan, il y a un peu deux niveaux d'action. Il y a de l'action concrète, appuyer des partenaires qui font des projets pour créer au Bangladesh des abris anticycloniques, pour aider les paysans à avoir des semences de riz un petit peu modifiées à partir de l'expérience des paysans locaux pour s'adapter progressivement aux eaux saumâtres. Ça peut être au Sahel pour améliorer les techniques agricoles, pour améliorer la capacité à faire vivre les familles sur leur sol, mais aussi à avoir des foyers améliorés qui permettent de consommer moins de bois, à avoir l'accès au gaz, qui est l'énergie la plus utilisable, mais qui est une énergie fossile. Et donc, encore mieux d'avoir l'accès à l'énergie solaire. Ça commence à se développer maintenant que le solaire est moins cher qu'il y a une dizaine d'années. Et puis, on a aussi besoin, je reviendrai ensuite sur la France si vous le voulez, notamment pour tous les travaux par rapport à la précarité énergétique, mais on a aussi besoin de travailler sur le plan du plaidoyer, c'est-à-dire l'action sur l'influence pour travailler sur les causes. Et les causes, c'est de pouvoir adopter des mesures qui soient plus efficaces. Donc c'est essayer d'influencer avec d'autres, par exemple avec le réseau Action Climat, groupe d'ONG qui travaille beaucoup sur la préparation des COP, comme la COP 24, pour pousser les gouvernements à être plus ambitieux. On a beaucoup évoqué cette idée de relever l'ambition, parce que le manuel de procédure, il va nous permettre d'avoir de la transparence, etc. On peut espérer que ça fonctionne bien.
mais il nous mène, au vu des engagements actuels, à plus de 3 degrés donc, à la fin du siècle. Donc ça veut dire des sécheresses encore plus fortes, des cyclones encore plus puissants, beaucoup de dégâts et des réfugiés environnementaux, des migrants environnementaux en tout cas, même s'ils n'auront pas le statut de réfugiés, de plus en plus nombreux. Donc des familles qui ne vont pas pouvoir rester sur leur terre, qui vont devoir aller en ville et peut-être aller à l'étranger pour tenter de trouver une vie meilleure, de plus en plus nombreux. Donc on doit faire tout notre possible pour baisser à 2 degrés, et si possible même 1,5 degré. Ça va être très difficile pour 1,5, mais au moins 2 degrés. Ce serait une façon de limiter les dégâts, qui vont quand même arriver. Il faut donc aussi accompagner dans ce qu'on appelle l'adaptation, dans le fait de s'adapter à une agriculture qui va devoir faire face à des sécheresses plus fortes. Donc tout ça, c'est beaucoup d'investissement, mais c'est aussi beaucoup d'organisation. Et c'est pour nous, dans les pays riches, la nécessité de tenir le fait de changer notre mode de développement. C'est à quoi appelait le pape François, changer de style de vie et de mode de développement. Parce que nous avons un style de vie qui n'est pas supportable à 9 milliards d'habitants. Et au nom de quoi on dirait, ah bah trop tard pour les pays africains, pour les Africains, trop tard, vous arrivez trop tard dans le développement, vous allez devoir rester à vivre très pauvrement. C'est inacceptable. Donc on doit nous vivre plus simplement, avec plus de sobriété, sobriément, et on peut vivre heureux comme cela. Mais ce n'est pas simple, ça demande de s'organiser pour cela. On doit faire en particulier attention à ce que les plus riches émettent moins de gaz à effet de serre. On doit donc penser à un plafond environnemental qui soit compatible avec la vie pour tous décente sur la planète, avec le fait que tous on puisse accéder à un plancher social qui soit suffisant. Nous ne sommes pas tout seuls sur Terre, et il faut penser à l'universel. Valérie Goncalves, vous êtes secrétaire générale de l'association Droit à l'énergie SOS Futur, donc, qui a été créée en 2000. Alors donc vous, dans vos statuts, c'est action pour la reconnaissance du droit à l'énergie comme un droit fondamental de l'homme, pour le partage des ressources énergétiques et la protection de l'environnement. Qu'est-ce que vous pensez de votre réaction après la COP24 et qu'est-ce que on verra sur les préconisations à la fin, mais qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce problème, transition écologique et besoin d'énergie? Alors oui, déjà, notre ONG, en fait, souhaite qu'il y ait un droit fondamental de l'homme reconnu, le droit à l'énergie, dans un objectif de développement humain durable. Et effectivement, il y a encore des inégalités d'accès à l'énergie qui subsistent. 80% des ressources énergétiques, on l'a dit tout à l'heure, est utilisée par 20% de la planète. Et aujourd'hui, c'est encore 1,4 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, dont 620 millions d'Africains, soit les 2 tiers du continent, quand même, oui. Alors que c'est un continent qui a quand même des ressources énergétiques, des potentialités pour développer de l'énergie. Et puis l'électricité. Alors on le disait aussi, 2,8 milliards de personnes sont contraintes de se chauffer ou cuisiner en fait avec des combustibles qui sont dangereux pour la santé, comme le bois. Et donc cela contribue à 4 millions de morts prématurées. Donc voilà, il y a des conditions d'accès difficiles pour avoir l'énergie dans le monde. Et excusez-moi, 4 millions de morts prématurées, comment vous faites le lien avec ce que vous venez de dire avant? C'est parce qu'en fait, il y a des corvées de bois et puis les émanations de bois, le combustible, en fait, tue par l'absorption, en fait. Hein. Oui. Donc, et je voulais rappeler aussi que le rapport national des Nations Unies pour le développement, en fait, indique que même avec une sobriété énergétique maximum, il faudrait 43% d'énergie supplémentaire pour pouvoir hisser le niveau de vie des milieux, des gens les plus pauvres, même au niveau des individus les plus riches. Donc, en fait, c'est comment on produit cette énergie supplémentaire tout en respectant les enjeux du climat. Donc notre ONG, on a lancé récemment, fin novembre, une pétition internationale pour obtenir une journée mondiale du droit à l'énergie.
Alors c'est une journée, c'est pas une journée supplémentaire mondiale, mais c'est une journée en fait qui permettrait de mesurer d'une année à l'autre les efforts en fait consentis pour l'élévation du droit à l'énergie pour les peuples. Voilà. Comment on s'en sort? Pourquoi combattre le réchauffement climatique? La réponse est évidente. Pour qui? Daniel, vous-même aussi, et Valérie, on dit mais pour tout le monde? Il ne faut pas oublier tout. Mais comment? Parce que c'est un peu la question que vous posiez tout à l'heure. Comment? On ne s'y prend pas très bien, visiblement. La trajectoire de 3,2 degrés de réchauffement par rapport aux températures d'avant la révolution industrielle, c'est celle sur laquelle nous serions si les États respectaient les promesses qu'ils ont faites c'est pas la même chose. À la COP21 à Paris en 2015. Pour l'instant, il n'y a rien qui laisse penser que ces promesses vont être tenues, puisque depuis 2015, on a augmenté les émissions mondiales. Si on reste sur la trajectoire actuelle, en anglais on dit business as usual, c'est-à-dire qu'on continue les augmentations des émissions au rythme actuel, on est au-delà de 4 à 5 degrés. Ah oui, donc là, ça commence à... Donc là, on est dans un bouleversement climatique d'ampleur cataclysmique, puisque ça reviendrait à faire en un siècle seulement ce que la nature a fait en 5000 ans, lorsqu'on est passé d'une période glaciaire à une période chaude, entre il y a 20 000 ans et il y a environ 13-14 000 ans. Parce que et on ferait ça en un siècle. L'écart de température était de l'ordre similaire, de 4 à 5 degrés. Quand on est passé de l'époque glaciaire. Absolument. Lorsqu'on se dit, oui, les États n'ont pas fait plus de promesses pour essayer de se rapprocher de l'objectif des 1,5 degrés, eh bien, d'une certaine manière, il vaut mieux qu'ils ne l'aient pas fait, parce que ça aurait signifié que les gouvernements auraient dit, voilà, nous vous promettons que nous allons faire beaucoup mieux que la promesse que nous n'avons pas tenue jusqu'à présent. Ça aurait signifié ça. Il vaut mieux pas le dire. Il vaut mieux dire la vérité. La vérité, c'est que les 1,5 degrés de réchauffement, ils sont déjà dans la machine climatique terrestre à cause de ce qu'on y a injecté. Ils seront atteints les scientifiques vont être très prudents, ils vont dire entre 2030 et 2050. Bon, alors disons 2040, et c'est quasiment inéluctable. Et donc, le vrai objectif qu'on peut se fixer, c'est d'essayer de ne pas trop exploser le compteur au-delà des 2 degrés, ce qui est déjà considérable. 2 degrés de réchauffement par rapport aux années 1900. Et pour ça, il faut il faut que les émissions de gaz à effet de serre, et en particulier de gaz carbonique, arrivent à un pic très rapidement et déclinent. Et comme tout le monde ne peut pas décliner de la même manière, parce qu'il y a des riches et des pauvres, on l'a dit très clairement, ça a des conséquences très précises sur les trajectoires d'émissions des Français, des Américains, des Allemands ou des Sénégalais et des habitants du Niger. Ce que ça veut dire, c'est que pour que les émissions mondiales soient divisées par 2, par exemple, d'ici 2050, il faut que les émissions d'un pays comme les États-Unis soient divisées par 8, que celles d'un pays comme la France soient divisées par 4, que celles de l'Allemagne soient divisées par 6. Pourquoi ces chiffres-là? Mais parce qu'on ne parle pas du même niveau. Les habitants des États-Unis émettent 16 tonnes de CO2 par an chacun. Les Allemands, un peu plus de 9 tonnes. Les Français, environ 5. Les Indiens, moins de 2. Les Chinois, presque 7. Et on voit bien qu'on a parlé de justice. La justice, c'est, bon, d'accord, le Suédois va utiliser plus d'énergie pour se réchauffer que le Sénégalais. OK. Mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un droit, entre guillemets, si on veut être juste et équitable, à environ 4 tonnes de gaz à effet de serre par habitant dans le monde, à échéance lointaine, une fois que tout le monde vivrait pareil, avec les mêmes conditions de vie, le même accès à la santé, à l'énergie, à l'éducation, à un travail, à la retraite, etc. Et comment y arriver? On voit bien que la première des choses, c'est une révolution sociale. Donc ça, c'est quand même... ça peut sembler étonnant. Je ne parle ni d'énergie, ni comment on la fabrique ou comment on la consomme.
Social. Pourquoi ? On n'entend pas beaucoup ça. Mais parce que tant que vous vivez dans des sociétés fondées sur des inégalités économiques, de puissance, et où l'une des conséquences majeures de cette inégalité, c'est un accès sans limite à l'énergie dès lors que vous êtes riche, eh bien, ce que vous dites aux gens, à tout le monde, aux Français moyens comme aux Sénégalais moyens, c'est si vous voulez réussir dans la vie, soyez riche, ça vous permettra d'utiliser de l'énergie sans limite. Et en réalité, tant qu'on n'aura pas cassé ça, et donc tant qu'on n'aura pas supprimé les castes de riches, en tant que riches, il ne faut pas de les fusiller, eh bien, on tiendra toujours le même langage aux gens. Comme on a un président de la République qui dit « je veux que les jeunes Français deviennent milliardaires, quoi. Ils aient envie d'être milliardaires ». Ben non, ça, c'est la catastrophe assurée, donc, du point de vue du climat. Donc la première des révolutions à faire, elle est sociale. Il faut, pour pouvoir engager les sociétés riches dans la voie de la sobriété généralisée, il faut supprimer l'appel à la consommation qui est représenté par les castes de riches et par une consommation qui tourne au consumérisme parce qu'elle est boostée par une publicité de masse qui formate les gens, qui les pousse à vouloir, à être frustrés en permanence parce qu'ils n'ont pas le truc dont on a parlé dans la publicité. Tant que vous n'aurez pas supprimé les castes de riches et la publicité comme moteur fondamental de la vie économique, on ne pourra pas avoir la sobriété généralisée dont on a besoin. Et donc là, je parle des sociétés, évidemment, riches dans lesquelles, par exemple, les Français vivent. Alors, ça doit faire plaisir à Daniel Vergier, parce que c'est un discours très chrétien, ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que le poids de la publicité dans le monde, je crois que c'est avant ou après l'armement, mais enfin, c'est énorme. Je crois que c'est même avant l'armement. Donc ça, ce que vient de dire Sylvestre là, sur ce fait que la révolution humaniste puisse venir par là où on ne l'attend pas, par l'écologie, ça résonne pour les chrétiens. Ça résonne beaucoup, effectivement. Oui. C'est finalement très proche de ce que dit le pape François, vous le citiez dans l'encyclique, le texte qu'il a écrit 2015, sur l'écologie, Laudato Si, qui dit à peu près ça. On est victime du consumérisme, on doit absolument trouver des modes de vie qui soient compatibles pour tous, c'est-à-dire avec lesquels tout le monde peut vivre, et on sera à plus de 9 milliards en 2050, donc il faut pouvoir vraiment être dans une démarche de sobriété qui peut être heureuse, et en tout cas d'une vie où on retrouve la force des liens et la force d'une vie qui n'est pas basée sur la consommation. Moi, j'ai vécu au Sahel et au Mali et en Mauritanie. Quand je suis revenu en France, c'est une des choses qui m'a le plus marqué, la puissance de la publicité et la pression de la publicité, notamment par rapport aux enfants, et ce que ça peut avoir un peu d'oppressant, effectivement, quand on en a été libéré pendant un certain nombre d'années. Donc, ce sont les marchands du temple qui dirigent, alors. En tout cas, ça nous oblige, et on peut, c'est une image, exactement, c'est une image, mais on peut dire que ça met au centre la question des inégalités, comme vous l'avez dit très justement. Donc, pour nous, qui sommes plutôt avec une tradition de lutte contre la pauvreté, c'est aussi un élargissement de la réflexion. C'est-à-dire qu'on doit, d'une part, intégrer les enjeux environnementaux, mais aussi intégrer que la lutte contre la pauvreté doit absolument se compléter d'une lutte contre les inégalités pour être globale et pour pouvoir être compatible avec le monde qui vient et qui puisse être positif pour tout le monde. Et ça veut dire effectivement être beaucoup plus audacieux dans le travail sur la limitation des plus grandes richesses, donc repenser la politique fiscale, repenser la façon dont on peut réduire les écarts, mais pas simplement en remontant les niveaux les plus bas, même s'il faut aussi le faire, parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans la rue et qui sont avec moins de 500 € en France pour vivre, et on ne vit pas dignement avec cette somme-là, mais également qui puissent limiter les plus grands revenus par une politique fiscale beaucoup plus audacieuse, par aussi la régulation des flux financiers et de la finance internationale, réorientée vers la transition écologique et vers, par exemple, le fait de pouvoir construire aussi plus de bâtiments pour que les gens puissent se loger et qu'on soit moins dans la précarité que l'on vit sur le logement en région parisienne. C'est donc toute une précarité, d'ailleurs, on peut même parler de précarisation parce qu'elle augmente. Elle augmente, notamment sur le logement. Oui. Tout à fait. Je vous ai coupé, pardon. Non, mais donc, voilà, on doit vraiment repenser
cette politique à l'aune effectivement des inégalités. Ce qui a beaucoup cru depuis le début des années 2000, ce sont nos émissions de gaz à effet de serre et ce sont les inégalités. Et donc c'est aujourd'hui 2 points qui doivent être pris en charge de façon centrale par les politiques publiques. Et en même temps, comme dit le président de la République française. En même temps. Valérie Goncalves, vous réagissez ? Le gouvernement, dans sa loi de transition énergétique, s'était fixé un objectif de moins 15% de la précarité énergétique en 2020 et on s'aperçoit en fait d'une année à l'autre que la précarité énergétique elle augmente. Et la précarité énergétique, elle est due à 3 facteurs en fait, essentiellement. C'est donc le niveau du revenu en fait. Le prix de l'énergie et puis l'isolation. Donc il faut agir sur ces 3 facteurs si on veut vraiment baisser le taux de la précarité énergétique aujourd'hui. En fait, là, on vient de voir un mouvement social en fait, sur justement le pouvoir d'achat et les salaires. Ben, voilà, c'est là où il faut agir. Il faut augmenter à la fois les salaires et donc le pouvoir d'achat des Français pour qu'ils puissent réellement consommer et puis se chauffer correctement, avoir des logements correctement isolés. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a un autre objectif dans la loi de transition énergétique, c'était de rénover 500 000 logements par an à partir de 2017, dont la moitié pour les revenus modestes. Et aujourd'hui, l'objectif n'est pas atteint. Donc il y a des objectifs dans la loi de transition énergétique qui sont visiblement plus importants que d'autres au niveau du gouvernement, comme par exemple réduire la production électrique du nucléaire ou fermer les centrales à charbon. Voilà, donc il y a des décisions qui sont prises immédiatement par le gouvernement, alors qu'il y a aussi d'autres objectifs de la loi qui sont importants justement pour combattre les inégalités et la précarité énergétique et dont le gouvernement ne répond pas, et y compris sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. On voit bien que ça fait 3 ans, depuis 2016, que les émissions de CO2 augmentent en France, et donc essentiellement dues au niveau du transport. Et quelle politique en termes de transport mène le gouvernement? On l'a vu avec le gouvernement Hollande qui a mis la loi Macron avec l'écart, l'autorisation de rouler pour l'écart Macron complètement en concurrence avec le rail. Donc c'est des politiques en fait qui ne correspondent pas en fait à l'objectif de réduire nos émissions de CO2, puisqu'il y a 2 secteurs où c'est important, où il faut réduire les émissions de CO2. Ce sont les transports, qui est le premier émetteur de CO2, c'est 30%, et après le bâtiment qui est aussi consommateur d'énergie et un secteur émetteur de CO2. Donc c'est vraiment ces 2 secteurs-là où il faut réellement agir, et on s'aperçoit en fait que dans l'objectif du gouvernement, c'est de s'arc-bouter sur la part de l'électricité en fait, on a la chance en fait en France d'avoir une électricité très décarbonée à 95%, avec un prix de l'énergie, puisque je reviens sur une des raisons de la précarité énergétique, c'est le prix, donc un prix de l'énergie qui est un des plus bas d'Europe. Donc voilà. Par exemple, un ménage allemand paye 80% de plus son électricité, donc par des choix en fait qui sont faits en matière de mix énergétique. Vous nous avez demandé les solutions, comment. Qu'est-ce qu'on peut préconiser? De toute manière, une fois qu'on a fait, ou en même temps qu'on fait la révolution sociale dont j'ai parlé, c'est assez simple dans les principes. Il faut, 1, consommer moins d'énergie pour les mêmes services rendus, et 2, il faut disposer d'une énergie dite décarbonée, c'est-à-dire qui n'est pas générée à partir de charbon, de gaz et de pétrole, puisque c'est leur combustion qui émet le CO2, qui est le gaz à effet de serre principal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors d'abord, consommer moins d'énergie pour les mêmes services. Ça, c'est la première des pistes à suivre, notamment parce que c'est la plus rapidement mise en œuvre possible. Eh bien, c'est très simple. Vous habitez dans un bâtiment, quel que soit son mode de chauffage. Si vous isolez mieux ce bâtiment, vous allez consommer moins d'énergie, quelle que soit l'énergie utilisée. Or, on a encore en France des millions de bâtiments qui sont très mal isolés. Eh bien, ça devrait être le
point le plus important pour des mesures fiscales, pour des mesures d'aide directe, pour des développements techniques, pour avoir une politique de rénovation de très grande échelle de l'ensemble des bâtiments chauffables en France. Et évidemment, si on commençait par le faire pour les HLM, les habitations des milieux sociaux modestes, on ferait d'une pierre deux coups, parce qu'en diminuant leur facture de chauffage, on leur permettra d'augmenter leur facture, par exemple, de consommation d'essence, sans dommage pour leur budget, et tout en les incitant à long terme, avec ce système, à utiliser moins d'essence quand ça sera techniquement possible. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le problème, et pas dans le sens actuel où on augmente d'abord l'essence et après on fait un chèque énergie. Je rappelle que malgré tous les discours sur le chauffage électrique en France, plus de la moitié des bâtiments résidentiels français sont chauffés au gaz et au fioul. Au fioul, oui. Or, l'objectif, c'est, si on veut diviser par 4 nos émissions, c'est de pratiquement, en quelques décennies, éradiquer totalement le chauffage avec du fioul et du gaz fossile. Donc, il fallait bien avoir un autre système de chauffage qui peut être essentiellement à l'électricité, mais à condition d'avoir auparavant isolé les bâtiments. Alors, donc la première chose, c'est diminuer les consommations. On le voit bien, par exemple, on pourrait avoir un résultat majeur si l'Europe décidait que les voitures qui vont encore pendant plusieurs décennies fonctionner avec des carburants issus du pétrole, eh bien, on bride les moteurs. On veut des moteurs qui vont beaucoup moins puissants. Ça n'empêchera pas d'aller faire des déplacements au boulot ou en vacances ou pour les loisirs, sauf que on ne dépassera pas une certaine vitesse, ça ne changera pas grand-chose en fait au service rendu, on va mettre 5 minutes de plus. En revanche, on peut diviser par 2 assez facilement les émissions du transport routier avec ce genre de mesures réglementaires. Et il faut bien voir qu'en Europe, par exemple, il y a une industrie allemande qui proteste contre ça avec les grosses berlines. Donc, la première chose, c'est ça, c'est les économies, donner des consignes fiscales, réglementaires, partout, dans toute l'industrie, dans la fabrication des objets, pour que les objets soient les plus économes possibles en consommation d'énergie. Et ça, ensuite, ça peut aller vite, ça. Ça peut premier volet, ça peut aller très vite. Oui. La deuxième chose, qui est un peu paradoxale, c'est de relocaliser l'industrie manufacturière dans des pays comme la France. Pourquoi ? Parce que l'industrie manufacturière, elle fonctionne essentiellement avec de l'électricité. Si cette électricité est déjà décarbonée, ça veut dire que le contenu en énergie des objets fabriqués va, en énergie fossile, donc en émissions de gaz à effet de serre, va considérablement diminuer si les usines qui les fabriquent utilisent une électricité décarbonée. Ce qui est le cas en France, mais aussi en Suède, en Norvège. Il y a d'autres pays comme ça, au Québec, au Brésil, avec ses barrages, qui a une électricité décarbonée à plus de 80%. Et donc, remettre de l'industrie manufacturière dans les pays qui ont déjà une électricité décarbonée, ça serait très efficace. Pas seulement pour la balance commerciale française, mais aussi, de ce point de vue, ça sera un grand service rendu à l'ensemble de l'humanité, puis ça créerait des emplois. Et évidemment, le troisième volet, on voit bien, c'est décarboner l'économie en général et l'électricité en particulier. Pourquoi l'électricité en particulier ? Parce que si vous voulez basculer tous les usages de transport ou de chauffage ou d'énergie pour l'industrie, aujourd'hui fait avec du gaz et du pétrole, il faut bien une énergie. Cette énergie, ça peut être de l'électricité. Techniquement, on sait faire cette bascule, mais ça n'a d'intérêt que si l'électricité est décarbonée. On parle beaucoup des voitures électriques, par exemple. Ça n'a aucun intérêt si vous avez fabriqué votre voiture avec une usine qui utilise une électricité carbonée, et surtout la fabrication de la batterie, et encore moins si vous allez alimenter cette voiture avec une électricité carbonée. Ça n'a d'intérêt que si vous avez fabriqué la voiture, la batterie, et que vous allez l'alimenter en énergie avec une électricité décarbonée. Comment faire de l'électricité décarbonée ? Tout ce qui n'est pas gaz et charbon, et un peu de pétrole dans certains pays. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'hydraulique, ça veut dire le nucléaire, l'éolien, le solaire, à condition d'avoir fabriqué les panneaux solaires avec une électricité décarbonée. Sinon l'intérêt est faible. Les énergies marines,
il y a plusieurs possibilités. La géothermie, la biomasse. Oui, on peut faire beaucoup de choses et ça dépend beaucoup des situations locales. Dans un pays, on peut par exemple faire toute son électricité avec de l'eau et de la pente. C'est le cas en Norvège, c'est le cas au Québec, par exemple. C'est une très bonne idée et c'est efficace et pas cher. Les pays qui n'ont pas ça peuvent utiliser tout un panel d'autres systèmes en sachant que chacun de ces systèmes a des avantages et des inconvénients. Le nucléaire, par exemple, il a l'avantage d'être puissant et continu et d'utiliser très peu de matières premières et d'espace pour sa production. Il a l'inconvénient qu'il faut maîtriser les risques et les déchets. Si vous faites de l'éolien et du solaire, ça a l'avantage de ne pas émettre directement de CO2, sauf à la production des objets. L'inconvénient, c'est que ça ne fonctionne que quand il y a du vent et du soleil. Donc il faut que chaque pays ou groupe de pays, chaque système électrique trouve l'optimum pour des solutions massivement décarbonées. Et à ce moment-là, on pourra faire des bascules entre énergie fossile et électricité qui sont dans une perspective où on aurait fourni de l'énergie et notamment de l'électricité aux milliards et demi d'êtres humains qu'on n'a pratiquement pas aujourd'hui et en donner plus à ceux qui ont un très bas niveau de consommation en électricité. En faisant ça, l'économie, l'efficacité et l'électricité décarbonée, la solution, la révolution, parce que c'est quand même une révolution en termes d'ampleur des changements techniques, elle est là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas croire qu'on va s'en sortir uniquement par la révolution technique. On va s'en tenir là. Je vous remercie. On a, je pense, traité de cette montagne en l'attaquant par une face, on dit en général la face nord la plus difficile, mais enfin en tout cas avec un éclairage nouveau, me semble-t-il, et qui donne à réfléchir. Écoutez, merci Valérie Gongalves, Daniel Verger et Sylvestre Huette. Juste 2 mots. Dans l'UMA d'aujourd'hui, un appel du directeur pour écrire vos cahiers de la colère et de l'espoir dans le grand moment démocratique dans lequel nous sommes de prise de parole. Donc en fait, vous pouvez aussi écrire sur l'humanité.fr, ça s'appelle un / cahier au pluriel, humanité.fr / cahier, et aussi directement au journal. Merci.